Bonsoir à toutes et à tous, toujours heureux de vous retrouver pour les vraies voix du foot, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h sur Sud Radio, en compagnie de Guy Carlier. Bonsoir Guy, tu vas bien? Bonsoir à tous, je vais très bien. Ça se sent. Il va très bien lui aussi, ça se sent aussi. Salut Emmanuel Galasso. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, je suis en pleine forme, je confirme. J'ai l'impression de voir Lautaro Martinez et Thuram là ensemble au niveau de la forme. Je sais pas quand je vais prendre, parce que Lautaro n'est pas en grande forme, donc j'espère. Même pas en grande forme, il peut faire mal quand même. T'as raison. Il est également en forme. Bien, les derniers résultats des Girondins de Bordeaux, Maxime Sénat. Une odeur de bonne émission ce soir, Philippe. Mais ma question, c'est les derniers résultats des Girondins de Bordeaux. Mais j'ai pas entendu, on me parlait dans le casque, alors j'ai anticipé quelque chose. C'était une défaite, il me semble. 2-0 contre les Herbiers. Oui, contre les Herbiers, les Vendéens, oui. Bon bah là c'est terminé là pour remonter. On n'y croyait déjà plus. Et vous l'avez entendu, Quentin Fredon en pleine forme, les Bordelais. Très bien, très bien. Comme on peut. Au menu ce soir, on va commencer par parler du PSG. Est-ce qu'il fausse le championnat? Puisqu'il faut le dire, ils ont envoyé les coiffeurs à Strasbourg après avoir perdu à domicile pour une première défaite en Ligue 1 contre Nice. Certains hurlent sur les réseaux sociaux en disant que c'est scandaleux, sachant qu'ils sont en course avec Nice et Strasbourg. Venez nous donner votre avis. On parlera ensuite du match de ce soir à San Siro, Inter Milan FC Barcelone, un match terrible à l'aller, un match dont on espère qu'il sera aussi beau au retour. Ensuite, évidemment, c'est le match de demain soir. Nous l'attendons tous. Est-ce que 5 ans après, le PSG va redisputer une finale de Ligue des Champions? On l'espère tous et ce sera face à Arsenal. Je rappelle, mais vous le savez, que le Paris Saint-Germain s'était imposé 1-0 à Londres. Et enfin, on conclura avec notre ami Alexandre Corbos du But Football Club pour parler de la situation financière de l'Olympique Lyonnais qui est franchement pas reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et Guy, on va commencer avec ton édito, un édito consacré, c'est peut-être un signe, au seul et unique club français qui a gagné une Coupe d'Europe des clubs champions et un de ses anciens joueurs qu'on aime beaucoup, Éric Gerette. Oui, je vais vous parler de l'OM, pas de l'OM d'aujourd'hui, effectivement, même si j'ai bien aimé l'OM à Lille, le match dimanche soir, avec un Rabiot étincelant, énorme. On comprend toujours pas pourquoi il a été boycotté au trophée NFP. Quelle saison il fait, Adrien Rabiot, c'est incroyable. On sent qu'il a l'amour de tout le monde à Marseille et qu'il avait besoin de ça, qu'il marche à ça, que c'est son carburant. Enfin bon, je vais pas vous parler de l'OM pendant... en fait, ça c'est une figure de rhétorique, parce que je viens de vous en parler depuis 10 minutes. Je voulais vous parler de l'OM d'il y a longtemps, d'il y a 125 ans, parce que on a fêté la semaine dernière les 125 ans de l'OM, une fête très très émouvante qui a eu lieu évidemment au stade Vélodrome. Comme toujours, l'OM a fait ça à sa façon, en débordant du cadre, en débordant d'émotions, en débordant d'humour, en débordant tout court. L'OM, c'est un film sans fin, c'est une comédie, une tragédie. Ce club, c'est une espèce de poèmes populaires où les héros sont jamais très lisses, ils sont imprévisibles, cabossés, rugueux, mais on les aime. Et pour fêter les 125 ans du club, les anciennes gloires sont revenues fouler la pelouse comme on retourne sur les lieux d'un amour fou. Elles ont vieilli, mais il y avait dans leurs yeux l'étincelle de ceux qui ont partagé des grands moments de foot, avec l'humour pour cacher l'émotion, le rire pour tenir à distance les larmes. Brendao, par exemple, vous vous souvenez de Brendao? Quel attaquant! L'attaquant venu d'ailleurs, le Brésilien maladroit à la démarche chaloupée. Eh bien, on se souvient de lui que d'un tacle sauvage sur le Bordelais Chalmé, vous vous souvenez? Mathieu Chalmé, oui, Mathieu Chalmé, dont après lequel il hurla, il a pris un jaune évidemment, et là il s'est mis à hurler cette phrase devenue culte. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Je n'ai pas touché, oui. Eh bien, l'autre soir, Brendao a pratiqué l'autodérision. Il a pris le micro face au Vélodrome et il a lancé hilar. Je l'ai pas touché, comme on ravive une légende urbaine. À Marseille, même les souvenirs bancals deviennent des trésors. Et puis, il y a eu, vous le disiez, le moment suspendu, le retour d'Éric Gerette, coach tant aimé malgré le manque de palmarès pendant les 2 saisons où il a dirigé l'OM. Il a marqué le club par son charisme, sa rigueur, sa capacité à redresser une équipe en difficulté. Il souffre aujourd'hui d'une maladie neurologique qu'il fit arriver avec difficulté vers ses joueurs, mais quand il est tombé dans les bras de Taïwo, c'était de l'humanité à l'état brut. Le tour d'honneur qu'il a fait sous les
rénovation fut là aussi un doigt d'honneur à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Marseille, c'est ça, une passion dévorante, un club parfois ingérable, souvent incompris, mais toujours aimé, qui a connu des avant-centres exotiques, des défaites cuisantes, des triomphes inespérés, mais qui depuis 125 ans fait battre le cœur de tous ceux qui aiment le foot. Alors, joyeux anniversaire à toi, cher OM. Tu es la fierté, la honte, le plaisir coupable de tout un pays, mais tu es vivant. Ah bah bravo Guy, comme d'habitude, toujours un excellent édito. Je voudrais vous poser une question à tous, là, après cet édito de Guy, pour vous, qui est le plus grand joueur de l'OM que vous ayez vu jouer? Tiens Guy. Oh, ça va. Ah, c'est compliqué, hein, vous allez dire. Que j'ai vu jouer Joseph Scoblard. Oui, mais pas automatiquement dans le stade, hein, dans l'histoire. Hein, bah oui. Joseph Scoblard, oui, très bien. Emmanuel? Moi, sur les, j'allais dire les cassettes que je regardais, parce que j'étais très cassette quand j'étais petit pour rattraper le temps perdu. Papin, je pense que je le mets dedans. Après, sur les joueurs que j'ai vraiment vus, moi, j'avais une faiblesse pour Lucho González, qui n'était pas le plus grand joueur de l'OM, mais en termes d'émotion, qui est un joueur d'une belle élégance. Maxime? J'ai fait dire le chef. Je passe, je répondrai pas à cette question. Le supporter bordelais caricatural. C'est vraiment honteux. Le Marseillais que j'ai le plus apprécié, ça reste Zidane, mais il a pas joué à l'OM. Ah bah oui, c'est problématique. Quentin? Mon tout premier maillot de foot, c'était un maillot de Samir Nasri, donc je pense qu'on va dire Samir Nasri. Alors moi je dirais Papin, mais je pense que le plus artiste, c'était quand même un certain Chris Waddle, qui jouait à la même époque en termes de dribble, de passement de jambes, etc. Et en termes de coupe de cheveux aussi, Chris Waddle. Hein. Oui, mais sinon, en termes de charisme. Mais le plus grand pour moi restera JPP. Je pense que c'est le seul joueur de l'OM qui ait gagné un ballon d'or. Ah si, je pourrais te dire Franck Ribéry, tiens. Ah oui, très bon joueur de l'OM. Oui, étrangement, Nasri et Ribéry n'étaient pas présents d'ailleurs à cet hommage, ce qui est dommage. Comme surprenant, oui. Oui, parce qu'ils font vraiment partie de la légende pour le coup. De l'histoire. Allez, c'est parti sur cette nouvelle polémique. Le PSG, fausse-t-il le championnat? On vote pour ça sur Twitter ou sur X, comme vous préférez. Quentin, et ça dit quoi pour le moment? Et pour l'instant, nos auditeurs ont voté à 63% pour oui, le PSG fausse le championnat. Est-ce que tu penses qu'en envoyant les coiffeurs, comme on dit à Strasbourg, et après le match de Nice, la première défaite et à domicile de la saison, le PSG fausse le championnat, Emmanuel? Je ne comprends même pas qu'on se pose la question, Philippe. Sincèrement, je ne comprends pas la polémique. Est-ce qu'on reproche au Bayern ou à Liverpool, après avoir été champion, quand en plus ils sont engagés en Ligue des Champions? Si Paris n'avait plus que ça à jouer, là il y aurait une question. Oui. À partir du moment où Paris est engagé en Ligue des Champions et doit être le plus compétitif possible dans cette coupe-là, et évidemment, moi je suis entraîneur du PSG, j'envoie les coiffeurs à tous les matchs. Alors après, ce que je veux te dire, c'est que si tu mets une équipe à moitié remaniée et tout, en fait, t'es dans ta gestion à toi. Si tu dis, j'ai besoin de bouger la moitié, de mettre les autres pour qu'ils soient, tu fais ta stratégie, mais évidemment que tu vas pas, avant de faire ta compo, dire alors, qu'est-ce que je peux faire par rapport au Niçois, au Strasbourgeois pour rester dans l'esprit Coubertin? Absolument. Je trouve qu'on se pose la question. Ce week-end sur les réseaux sociaux, après la défaite du PSG, c'était délirant. Philippe, la démocratie sur les réseaux sociaux, faut quand même la relativiser. Tu vois ce que je veux dire? Il a tout à fait raison, bien sûr, évidemment. Et les clubs qui démarrent une saison en Ligue 1 doivent tenir compte de ça, de cette éventualité, dans leurs paramètres de gestion. Ils doivent savoir qu'en fin de championnat, tu as des équipes, celles qui sont dans le ventre mou, qui vont pas, avec des joueurs qui ont déjà la tête ailleurs, vont pas vraiment se battre, etc. Si tu es en position de descendre, et c'est la règle du jeu. Et pas seulement Luis Enrique, comme disait Emmanuel, mais n'importe quel entraîneur sensé ne mettra pas son équipe type au prétexte de ne pas fausser le championnat, alors que c'est un calendrier qui impose ces clauses codines. Donc il n'y a aucun problème. Maxime. Pour moi, le PSG s'est offert le droit de fausser le championnat, entre guillemets. Très peu d'équipes a fini un champion à 10 journées de la fin. Ouais, peu de choses près, c'est ça, oui. Je veux dire, ils ont gagné les matchs d'avant. Oui, donc c'est mérité. Le championnat est plié, c'est terminé, merci, bonsoir. Oui, et après ils font ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils ont les moyens de s'offrir, ils ont les moyens de s'offrir le championnat de laisser les matchs qui ne servent plus à rien forcément en termes comptables. Et c'est aux autres équipes de se mettre au niveau aussi. Et quand t'es en début de saison et que tu regardes le calendrier, tu sais très bien que si tu prends le PSG sur la première journée au mois d'août, où ils sont pas encore prêts physiquement, en fin de saison, tu dis peut-être qu'ils seront champions, ou alors entre deux matchs de Ligue des Champions, si t'es supporter de Strasbourg, Nice, Montpellier ou Toulouse, tu te dis là peut-être qu'ils font tourner. En fait, c'est une information, il y a pas une question autour de ça. Tu te dis logique, c'est juste logique. Quand tu les joues le samedi, après qu'ils aient été joués à Old Trafford où tu veux laisser des plumes dans un match de dingue et que tu te dis là t'es content de les jouer parce qu'ils ont quand même laissé de l'énergie. Une petite chose, Arsenal
championnat, il a mis son équipe type et a perdu 2-1 sur le même score que le PSG. Donc en fait, tu peux aussi mettre ton équipe type, et si tes joueurs dans leur tête, ils sont déjà sur le match dans 3 jours, que ce soit les titulaires ou pas, ils seront pas plus compétitifs. C'est exactement ça, Quentin, tu veux réagir. En plus, le PSG, qu'il gagne en mettant la grosse équipe ou qu'il perde en mettant la petite équipe, dans tous les cas, on va dire qu'il fausse le championnat. Donc, c'est un peu ils sont offerts le droit de fausser le championnat et ils le font entre guillemets. Dans tous les cas, on va leur reprocher qu'il y a une équipe. Mais non, ça le fausse pas. Moi, je comprends pas. C'est entre guillemets. Oui. Simplement, il y a les poursuivants n'ont pas fait le travail nécessaire pour qu'il fallait prendre les points avant. Pour faire que ces journées-là de championnat comptent aujourd'hui. Elles ne comptent plus pour le PSG et donc c'est tant pis pour tout le monde. Est-ce que Luis Enrique, finalement, il fait pas ce qu'on aurait dû faire? Tiens, je vais parler d'un vieux souvenir. Quand Saint-Etienne, avant la finale de Glasgow, va jouer à Nîmes, et qui perd 3 joueurs parce que les types ont mis vraiment la semelle. Ils avaient perdu Farizan, Sinagel et Rocheteau qui a pu jouer les 10 dernières minutes de la finale. Est-ce que s'il arrivait un truc comme ça, qui a été brillant pendant ces 10 dernières minutes, c'est vrai. Imaginons Luis Enrique met l'équipe au complet et il se fait casser Dembélé, Vitinha, tout le monde va dire mais il est débile. Oui, et là par contre, les autres ne le lâcheraient pas. Chose pour Marseille 93 où ils ont levé le pied avant la finale contre Milan. Oui, tu parles du match à Valenciennes. Mais là, il y avait quand même d'autres histoires. Là, c'est vraiment petit. Là, ils avaient levé le pied et ils avaient creusé le jardin. Et alors, vous n'allez pas le croire, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Marie Vaniel qui était l'arbitre du match. Chose incroyable. On l'embrasse d'ailleurs. Et on embrasse Glassman. Oui, chose incroyable. Allez, dernière question là-dessus. Pour vous, est-ce que la dernière journée, ça a quand même éclairé certaines choses? La défaite de Lyon à domicile contre Lens, le retour miraculeux de Lille. On peut dire que le gardien de but a mis du roulis dans son équipe avec une passe hasardeuse. Est-ce que la dernière journée va avoir son importance sur le résultat final? Oui, un dernier mot sur PSG, c'est qu'il y a quand même Luis Enrique en a tiré des enseignements. On a tous vu le drame de Hernandez. Oui. C'est terrible. Cet homme-là n'est plus dans le football. Oui. Il s'est pas remis de sa blessure. Moralement, il est plus là. Il est plus dans le club. Il est plus dans le foot. C'est terrible. Très très pathétique. Et on a vu aussi que les jeunes pousses sont mûrs pour un prêt à Saragosse ou à Bilbao ou je ne sais pas, ou à Bristol. Enfin, tu vois. Non, mais voilà, ils sont pas encore. Mayoulou, en qui j'avais beaucoup d'espoir sur les quelques apparitions qu'il avait fait, a pas été bon. Alors que là, il avait la possibilité de s'exprimer. Et on lit, c'est comme d'habitude, Beraldo comme d'habitude, dans les anciens, enfin dans les voilà, ceux qui jouent de temps en temps. Quoi, voilà. Oui. Et puis, le Camara qui a remplacé Hernandez a été le seul à être impressionnant. Voilà, excuse-moi. Revenons à la dernière journée. Tu voulais ça. Lyon, c'est dramatique. On en parlera en quatrième module. Mais c'est dramatique, effectivement. Et ça me semble très, très compromis. Alors que leur match était pas mauvais. Ils ont un peu comme le PSG, tous ces matchs où ils ont 70% de possession 20 tirs et qui mettent un but et que les autres en mettent 2 sur le Lyon a fait une lance, quoi. Lyon a fait ce que Lens fait beaucoup à domicile, si on regarde dans le scénario du match. Et qu'est-ce que vous voyez là? Il reste plus que 6 points à prendre. Vous voyez plutôt Monaco, Dauphin ou Marseille ou une autre équipe? Non, mais déjà Philippe, rappelle-toi les questions que tu nous posais avec brio et talent, comme d'habitude. Il y a à peu près un mois, c'était qui seront les 3 premiers. On était à peu près tous d'accord pour dire qu'a priori Marseille et Monaco seraient. Donc là, on peut dire que c'est bien parti. Et après, voilà, en outsider, moi je reste persuadé que Lille peut et doit viser la 4e place. Ensuite, à Nice, Strasbourg, Lyon, ça va batailler. Mais déjà, on a le top 3. Et potentiellement, moi je vois Lille en 4e. Parce que on peut faire un mot sur le match contre de Lille-Marseille. J'ai trouvé que globalement, Marseille est la maîtrise du match et c'est plus l'OM qui peut avoir des regrets sur ce un partout que Lille. Bah oui, bien sûr. Mais c'est un point important pour Lille pour cette fin de saison. C'est un point qui peut compter. Et surtout porteur d'espoir sur cette équipe qui a un milieu. Avec la rentrée de Rongier en deuxième mi-temps, parce que vraiment Benasser a pas récupéré, mais on savait. Moi, je me doutais un peu qu'il n'était pas titulaire en Italie. Et là, ils ont vraiment un milieu très fort, et surtout, ils ont le grand attaquant, en un mot, qu'ils cherchent depuis des années, avec Amine Gouiri. C'est incroyable. C'est sûr. Lui, il claque. Donc ça, pour la saison prochaine, c'est vraiment prometteur. S'ils gardent ces gars-là. Juste, il y a une stat sur Rongier. Avec Rongier, c'est 2,20 points. Sans Rongier, c'est 0,70. Donc
T'as une vraie dépendance il est conjugale. sous-côté, ce type est Complet, je sous-côté. suis d'accord. Il y a des joueurs comme ça sous-côté. Allez, on va passer tout de suite au match de ce soir. Et on a les compos de l'Inter Milan et du FC Barcelone. Logique, c'est une heure avant. Tu nous donnes les compos, Quentin, s'il te plaît. Absolument. En commençant par l'Inter, comme il joue à domicile, Et évidemment. en va commencer articulant, par s'il te plaît. Je vais essayer de faire de mon mieux. Au gardien, donc on a Jan Sommer du classique. De toute façon, l'Inter, c'est du grand classique. Une défense à 3 avec Bastoni, Acerbi et Bisek. Un milieu à 5 du coup. Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella et Dumfries à droite. Et en attaque, Thuram et Lautaro Martinez qui est de retour, qui est incertain mais qui sera bien là. D'accord. Et du côté du FC Barcelone, Szczęsny dans les cages. Martinez, Kubarsi et Garcia à la droite vu que Koundé est blessé. Un milieu de terrain à 2 avec De Jong et Pedri. Et devant, on aura Rafinha, Olmo, Yamal et Torres en attaquant. D'accord, donc un Principal. 4-2-3-1 contre un 3-5-2 si je ne m'abuse, Absolument. d'après ce qu'on a reçu. Alors, pour vous les amis, est-ce que le match de la semaine dernière vous a surpris? Parce que le scénario était quand même un scénario Il de nous a dingue. emballé. Emballé, oui. Match Emballé ou niveau surpris demi-finale, enfin Ligue des vraiment Champions. Ligue des Champions. Plus beau C'était- match de ce début de saison. Ah, oui. Quel pied le foot à ce niveau-là, avec des joueurs sensationnels. individuellement au niveau et collectivement des équipes en place. Enfin, c'était une partie d'échecs et avec des artistes, quoi, des danseurs. C'était Nijinsky, c'était magnifique, magnifique. Bon, je suis un peu troublé. Mais surpris par le match. Est-ce que tu pensais, certains J'ai disaient que c'était surpris, déséquilibré, mais- que le Barça était trop supérieur et ils se sont retrouvés menés 2-0. Non, d'abord, on n'aurait jamais dit trop supérieur. Était Parce que supérieur, on va dire. oui, d'autant que c'est un pléonasme, Oui. donc on ne l'aurait pas dit. mais on connaît les Italiens. Ça Oui. fait des siècles que ces gars-là marquent à tout moment. Le réalisme italien. Voilà, le réalisme italien. Ceci dit, ils ont fait du jeu, ils ont produit du jeu. Ça n'a pas c'est été sûr. le catenaccio traditionnel. Alors, dans ce sens, oui, ils nous ont surpris. Et puis surtout, ils ont ce mec qu'on connaissait pas trop, Dumfries, Dumfries, le Hollandais. à droite, là, qui je crois qu'il joue à droite. Oui, Il est ouais. piston droit. Il est Piston excentré. droit, ouais, c'est Donc, ça. oui. Et qui est vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, je l'ai découvert. Je le connaissais, mais là, il m'a impressionné. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as été surpris par ce match que 3-3, c'est quand même pas un score hyper fréquent en mi-finale de Ligue des Champions. Moi, je m'attendais à ce que l'Inter les accroche. C'était le sujet de mon édito, donc j'avais un pressentiment sur ça. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il y ait un 3-3? Absolument pas. Il faut rappeler quand même que l'Inter était, avant ce match, la meilleure défense de Ligue des Champions. Le Barça, la meilleure attaque. Donc le Barça est à la hauteur de sa réputation. 3 buts L'Inter marqués. a été à contre-emploi en étant ultra réaliste, en menant 2-0. Je pense que même s'y attendait pas. Mais l'Inter a été en grande difficulté défensive. Donc c'est quelque part, l'Inter a été bon là où on l'attendait pas et a failli là où on l'attendait. Donc sur ça a créé un match au scénario assez improbable. Et là, les vrais enjeux pour ce match retour, ça va être comment bloquer Yamal. Parce que là, on a vu que dans la stratégie, c'était Di Marco qui était totalement en fraise, qui était sur lui, qui était censé être aidé par Bastoni, qui était plus là pour l'injurier que pour vraiment l'aider. Et Quand il était là, il passe au milieu. Hein. Exactement. Mais la question là, qui peut être importante pour ce soir, c'est est-ce que Mkhitaryan va jouer vraiment à gauche sur ce milieu-là ou est-ce que c'est Barella qui peut passer de ce côté-là? Parce que Barella peut pour moi beaucoup plus en termes de cardio, d'apport défensif et de prise à 2 ou à 3 apporter et bloquer Yamal. Donc ça peut être, là évidemment la compo qu'on nous la présente, c'est la même qu'au match aller avec Mkhitaryan à gauche, mais je pense que mettre Barella de ce côté-là pour les aider, ça peut être une solution pour bloquer Yamal. Et on en parlait, Lautaro Martinez qui et n'a pas rejoué évidemment depuis le match face au Barça. Il y a une vraie question sur son état physique. Est-ce qu'il commence le match? Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il joue pas du tout? Il dit Maxime. Et une autre indication, une chose importante, c'est le match de Rafinha et de Olmo qui n'ont pas été à leur niveau c'est au vrai. match aller. Donc, en tout cas, décalé par rapport Alors que ces deux joueurs, au numéro de Yamal. extraordinaires. Tu sais, il y a toujours dans les très très bons joueurs des jours où ils sont Un pas peu là, moins bons. un peu moins bons. Enfin, ils étaient là, mais notamment Olmo. Mais si Olmo et Rafinha prennent un peu le relais ce soir, ça risque de faire des dégâts. de faire mal. Ouais. Maxime veut réagir. Oui, par rapport au match aller, je trouve que l'Inter a surperformé, surtout devant. Enfin, c'est pas normal que sur 3 incursions dans le match, il y ait 3 buts limite. C'est limite ça les stats du match aller. Je pense qu'ils vont prendre l'eau ce soir. L'Inter L'Inter, oui. Et ça va être l'attaque défense qu'on attendait au match aller. Elle va avoir lieu ce soir en fait. Mais l'attaque défense, c'est-à-dire que c'est le Barça qui va jouer l'attaque à fond
Alors que, comme il n'y a plus de but à l'extérieur, ils sont en égalité parfaite. Hein. Bah oui, mais il faut qu'il gagne. Oui. Ouais, il faut qu'il gagne. Et le Barça ne sait pas gérer un score. Et on rappelle quand même aussi que déjà Baldé était absent au premier match, c'est Martin qui le remplace ce soir. C'était Martinez au match aller. Et l'absence de Koundé avec Garcia. Donc là, le Barça va jouer avec 4 défenseurs centraux. Oui. Défense expérimentale, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils vont garder, j'en suis sûr, la même philosophie qui est de jouer très haut. Donc moi, je vois l'Inter marquer ce soir. Donc il faudra que la stratégie du Barça, c'est mettre un but de plus que son adversaire. C'est aussi simple que ça. C'est la cour de récré. Et c'est le football qu'on adore. Donc c'est les Espagnols qui vont jouer à l'italienne, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais. L'absence de Koundé, c'est un gros coup dur pour le Barça. Oui, c'est terrible. Ouais, alors vraiment... qui joue arrière latéral en général, quand un arrière latéralement, qu'on dit pas que c'est un énorme coup dur. Mais si, là, quand Hakimi manque, c'est un coup dur. Oui, c'est vrai pour le PSG, c'est vrai. Oui. Donc c'est le niveau top Koundé, c'est top niveau. Oui. Ils sont dans le top 3, quoi. Oui. Hakimi, Koundé, tu vois. Oui. Donc gros coup dur aussi. Surtout qui était dans une dynamique hyper positive. C'est lui qui fait gagner la Super Coupe face au Real avec un but incroyable. On sentait un Koundé qui était dans la forme de sa vie. Hein. Donc oui, c'est un vrai coup dur. Ce Koundé-là, de le perdre à ce moment-là pour le Barça, évidemment. Maxime, tu veux réagir? Quentin? Moi, je suis d'accord avec le fait que Koundé est un joueur de classe internationale. Mais je dis pas ça parce qu'il a été formé au Jardin de Bordeaux. Hein. Je supputais que t'allais dire ça par la suite. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est dommageable cette absence de Koundé, mais je vois quand même le Barça donner tout pour l'attaque ce soir et voir essayer de marquer pas un, mais voire 2 de plus que l'adversaire. Et juste, on n'a pas parlé de quelque chose, c'est Lewandowski qui revient dans le groupe, qui va pas être titulaire, c'est Ferran Torres qui devrait commencer, mais on sait que Lewandowski avec un millième d'occasion, un 0,0001, il arrive à marquer un but. Donc un Lewandowski qui rentre, c'est une option en plus pour le Barça. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, il sera sûrement là en finale s'il passe. Exactement. S'il passe. Tu voulais dire un mot, Guy? Non, je pensais que tu allais nous demander les pronostics. Ah mais non, parce qu'il restait encore un peu de temps. J'avais une autre question. Donc vous voyez en fait le match joué par le Barça comme s'il jouait à domicile, c'est ça? Je pense que ça va être plus fermé qu'à l'aller. Plus fermé qu'à l'aller. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 6 buts quand même. Ou alors c'est que c'est complètement dingue. L'Inter en remettre 3 et je pense que le Barça va être sans doute peut-être un peu plus méfiant quand même avec cette défense. Moi je pense qu'ils vont jouer leur jeu. C'est le propre des grandes équipes. On demande à Paris depuis une semaine d'affirmer son statut, on va en parler tout à l'heure, d'équipe qui produit du jeu, etc. Et surtout de ne pas gérer demain, parce que là ils sont morts. Mais ça, on va en parler. Donc voilà, 70% de possession. Les équipes italiennes savent gérer ce genre d'événements et je pense que malheureusement ça va mettre le bus devant les cages de Sommer ce soir et de procéder en contre avec la flèche Martinez et Thuram. Oui, avec Lautaro Martinez donc qui est de retour. Parce qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, mais le match nul de l'Inter à Barcelone est un très très bon résultat. Donc l'Inter n'a pas intérêt à se projeter non plus. C'est clair. On va faire le jeu des pronostics pour après parler évidemment de Paris Saint-Germain-Arsenal de demain soir. Pronostic pour le résultat. Et si en cas de match nul, qui se qualifie au tir au but? Je vois quand même Barcelone gagner. Mais dans le temps réglementaire, 2-1. 2-1 en temps réglementaire. Allez, 2-1 prolongation. 2-1 prolongation. Emmanuel. Je suis embêté, j'aurais bien dit 2-1 aussi. Pourquoi 2-1 1-1 puis 2-1, c'est ça que tu veux dire? Voilà, 1-1 puis 2-1. Je veux dire 2-1 dans le temps réglementaire, moi. Pour le Barça? Pour le Barça, ouais. Maxime? Moi, le Barça au tir au but. Barça au tir au but? Oui. Chesney, c'est sûr que dans les buts, sur une séance de tir au but, ça rassure quand même. 3-1 pour Barcelone. Dans le temps réglementaire. Eh bien, écoutez, je vais être le vilain petit canard. Je vais dire que l'Inter va gagner 2-1 dans le temps réglementaire. Écoute, je suis le seul à dire que l'Inter. Bravo, quel courage. Je sais pas. Comment tu nous dis les buts aussi, Thuram? Non, je te dis non. Thuram, oui, il a marqué à l'aller, pourquoi pas. Et pourquoi pas Martinez. Bon, même si depuis un certain 18 décembre 2022, j'ai plus tout à fait la même appétence avec certains joueurs argentins. Je l'avais rappelé pour le gardien de but d'Aston Villa. Mais écoutez, on verra. On parie quoi au fait? On parie l'estime des auditeurs. Déjà, je sais bien. Notre honneur est mis en jeu. Je vous rappelle que tout ça est enregistré, ça sera réutilisé la semaine prochaine. Et je rappelle que Maxime ne sort les enregistrements que quand ça lui donne raison. Sinon, ça servira. Donc, on sait déjà que si l'Inter se qualifie, le podcast sera détruit. Allez, on se retrouve tout de suite avec cette joyeuse équipe pour parler évidemment du choc de demain soir. Paris Saint-Germain-Arsenal. C'est la deuxième demi-finale en 2 ans. L'an dernier, ça s'était mal terminé au Parc des Princes contre Dortmund, mais ils avaient perdu à l'aller.
Et ce coup-là, c'est peut-être, on l'espère, hein, la route vers une seconde finale de Ligue des Champions, 5 ans après celle de Lisbonne perdue face au Bayern Munich. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. David. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et c'est l'heure de ton édito. Est-ce que, Emmanuel, selon toi, la saison du PSG est déjà réussie ? Alors en début d'année, j'avais poussé un coup de gueule, j'avais critiqué Luis Enrique et même plus globalement, je m'étais questionné sur le projet Paris Saint-Germain. Et force est de constater que sur les dernières semaines, les derniers mois, ils ont inversé la tendance. Luis Enrique a retourné la table et il m'a donné tort déjà, et il a donné tort également à beaucoup d'observateurs. Alors le début de saison était poussif quand même, hein, il faut le rappeler. Mais il a réussi à trouver la formule magique avec ce groupe jeune, peu expérimenté. Il a réussi à en faire un collectif hyper compétitif. Et il a réussi quelque part là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Aujourd'hui, on parle du PSG de Luis Enrique. Donc il a vraiment réussi à imposer sa patte. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête de juger le PSG seulement sur son parcours en Ligue des Champions. On a l'habitude de dire qu'une saison du PSG est réussie ou pas en fonction de ce qu'elle fait en Ligue des Champions. Moi, je le dis aujourd'hui à la veille du match face à Arsenal, du match retour, la saison du PSG est déjà réussie. Voilà. Le PSG a écrasé la Ligue 1, va sans doute faire un doublé en battant Reims en Coupe de France et nous a fait vibrer dans ces soirées européennes, que ce soit Liverpool, Manchester City, Aston Villa, le match aller face à Arsenal. Et oui, en plus, maintenant, ils ont pris une vraie option suite à la victoire 1-0 à l'Emirates, une vraie option pour aller en finale. Mais le plus important pour moi est ailleurs. Aujourd'hui, le PSG a réussi à renouer avec ses supporters déçus en ayant un groupe de joueurs frais avec une belle mentalité qui donne envie de les aimer, tout simplement. Et un coach, Luis Enrique, qui a une vraie vision sportive, qui est là pour, j'en suis convaincu, plusieurs saisons. Paris est aujourd'hui enfin un vrai projet sportif et se place parmi les grands d'Europe. Et bon, pour la suite, ça appartient à l'histoire. Tu penses, Guy, que la saison du PSG elle est déjà réussie, quel que soit le résultat de demain soir ? Oui, parce que cette équipe a une identité, un fond de jeu. On l'a dit tout à l'heure. On a parlé de ses 70%, ses 20 tirs, etc. Oui. Et on le voit à chaque fois, la machine se met en marche. C'est de l'horlogerie de précision, quoi. C'est vraiment très agréable. Il y a une identité PSG, et en ce sens, Luis Enrique a réussi. Et ça sera... Si demain, et je vais te dire un mot là-dessus, j'ai une grosse appréhension, il y a un truc qui me vrille les entrailles, qui est né des déceptions qu'on a pu avoir à Barcelone, etc. Et aussi des imperfections du PSG tel qu'il est actuellement, cette équipe jeune, etc. Tu comprends ce que je veux dire par rapport à Arsenal qui est habitué au joutes de la Première Ligue avec des mecs qui ont quand même du vice et qui peuvent marquer sur coup de pied arrêté et après derrière on aura les 70% de possession, on aura les 20 tirs et ça passera pas parce que le gardien, parce que etc. J'ai cette angoisse là, mais ça fait rien. Emmanuel a raison. Luis Enrique a déjà gagné, l'équipe nous donne du plaisir, on sait quelle identité de jeu il va y avoir sur le terrain, ça va être un bonheur. Il y a des gars qui individuellement sont au niveau de cette ambition. Et si demain parviennent à franchir la dernière marche avant le palier qu'est la finale, on pourra dire à ce moment-là qu'une équipe de niveau européen, mais vraiment européen, est née à Paris. Maxime ? Moi, je suis d'accord sur le fait que la saison du PSG est totalement réussie, mais ça fait des saisons et des saisons qu'en soi les saisons du PSG sont réussies. Ça gagne des titres tous les ans, le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est au-delà des titres. Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, d'accord. On sort de 3 saisons où c'est Mbappé qui prenait le ballon, qui allait marquer, et avec des Herrera au milieu du terrain. Va demander aux supporters de Marseille s'ils sont contents de leur saison avec 0 titre depuis 10-15 ans. Non, mais Maxime, va demander aux supporters de Nantes s'ils sont contents de leur saison à jouer le maintien à chaque fois. Maxime, les dernières saisons, les supporters n'étaient pas contents. Pourtant, ils gagnaient le titre chaque année. Aujourd'hui, les supporters du PSG sont des enfants pour y gâter. Mais si tu veux, mais le fait est que aujourd'hui, Luis Enrique, alors pas par sa communication, même s'il a progressé un peu sur ça, mais en tout cas par l'identité de jeu qu'il a mis au PSG, par le
le groupe, hein, un groupe jeune, un groupe frais, un groupe qui aime le maillot, un groupe qui se bat. Je pense que les supporters du PSG attendaient pas plus. Non, mais si tu places le trophée des champions gagné par l'équipe, sur une ligne de palmarès, et que tu compares au plaisir qu'on prend à chaque match actuellement en voyant le PSG, oui, même en championnat, même contre Strasbourg. Ça devrait te plaire, hein, parce qu'on a l'occasion d'en parler pendant l'émission, même hors émission. Je trouve que les supporters du PSG, l'amour qu'ils ont pour le PSG, c'était même, quitte à ne plus gagner le championnat pendant 2 ou 3 ans, on veut reconnecter avec notre club, avec nos joueurs. C'est ça qu'ils attendaient. C'est pas qu'ils sont pourri gâtés. C'est justement qu'ils se reconnaissaient plus dans les valeurs qui sont celles du club, et tu vois, dans l'amour qu'ils avaient pour le club. Mais Guy a dit une chose, il a une appréhension pour demain. Est-ce que pour rassurer Guy, et peut-être rassurer tout le monde si vous le permettez, le truc le plus rassurant, c'est que la semaine dernière, finalement, à part 2 très très beaux arrêts de Donnarumma, est-ce que finalement Arsenal s'est pas créé finalement pas tant d'occasions que ça, et qu'on se dit ils nous ont quand même pas mis tant que ça en danger? C'est quand même plutôt positif. On se dit pas que, pardon, excuse-moi. On se dit pas, ils nous ont pas tant, c'est pas restrictif. Au contraire, le PSG a joué son jeu. Il a eu des périodes où il a été faible. Évidemment, des temps faibles, comme toute équipe. Et ces temps faibles, 50 minutes de temps faible, c'était. Non. Et c'est temps faible où il prenait 1 ou 2 buts comme Manchester, etc. Là, il a tenu relativement facilement. Bien sûr, il y a eu, c'était limite parfois, et Donnarumma a sorti le grand jeu, mais c'est normal, il est là pour ça. Il est là pour ça, oui. Regarde ce que Courtois fait avec le Real, où là, en plus, il est un cache-misère, hein, Courtois. Mais là, au PSG, chacun joue son rôle. Et je pense que s'ils arrivent avec le même, effectivement, la certitude de leur jeu, ils sont supérieurs à Arsenal. On n'est pas habitué à dire des mots comme ça. C'est pour ça, Philippe, faut pas être restrictif. Faut pas dire avec un peu de peau, on va tenir, ou dire on a subi 50 minutes. Ah non, mais c'est pas vrai. Je pense qu'ils sont quand supérieurs. Quand écoute Arteta, il l'a dit. C'est une grande équipe, on n'est pas passé. Etc., mais même la presse anglaise, on en parlait la semaine dernière, je crois, lui disait que le PSG a été supérieur à Manchester City et qu'ils les ont battus, qu'ils ont été supérieurs à Liverpool et qu'ils les ont éliminés, qu'ils ont été supérieurs à Aston Villa, qu'ils les ont éliminés, et que sur le match aller, ils ont été supérieurs à Arsenal. Le PSG est champion d'Angleterre cette année, on peut le dire. C'est ça. non, mais je pense qu'il y a 2 choses. Et Guy a raison, on en parlait déjà la semaine dernière. On peut pas trouver le Real incroyable quand Courtois les sauve en disant mais quelle expérience, quelle gestion des temps faibles et tout, et dire au PSG, regardez ce PSG vacille pendant. Donc il faut aussi accepter qu'un gardien puisse te sauver des matchs, et c'est comme ça que tu vas au bout dans une Ligue des Champions. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est pour autant rassurant? J'en suis pas sûr. Arsenal, on rappelle, il manquait Thomas Partey, il y avait des absences. Voilà. Arsenal a encore une vraie marge qui n'a pas été exploitée à l'aller, et Paris n'a gagné qu'1-0. Donc si Arsenal joue au niveau qui peut ou qui doit être le sien, il y a des raisons de s'inquiéter aussi pour le... En fait, moi je reste toujours dans le 50-50 du match aller, qui a plutôt basculé côté PSG, qui peut basculer là sur le match retour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être radical d'un côté en disant Paris a été sous l'eau, heureusement qu'il y avait Donnarumma, ou à contrario, regardez Arsenal, ça n'est que ça, bon, Paris est qualifié. Je pense qu'en fait, on reste toujours pour moi dans le 50-50 avec un petit avantage Paris qui a quand même gagné 1-0 à l'aller. Non, mais vous êtes satisfait de la deuxième période du Paris Saint-Germain la semaine dernière? Et c'est pas d'être satisfait, c'est que... oui, désolé, parce que quand ils font quand Luis Enrique fait tourner, les 2 plus grosses occasions de la deuxième mi-temps, c'est quand même le tir juste à côté de Barcola et la barre de Gonzalo Ramos. C'était assez stérile côté Arsenal. Non, mais d'accord, c'est stérile, mais sur la deuxième période, il y a une possession pour Arsenal qui est flagrante. Oui, mais combien de tirs dangereux? C'est ce qu'on dit, Max. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir le ballon ou c'est d'envoyer les flèches? Le plus important, c'est d'avoir des temps faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont des temps faibles qui gèrent. C'est une équipe hyper jeune en plus. Ils vont pas avoir 90 minutes à faire avoir 90% de possession. Non, que Arsenal, enfin que le PSG entre guillemets laisse la possession à Arsenal pendant une mi-temps. Non, mais surtout qu'il met un 0 quoi. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il non, mais ça a du sens parce qu'il mène un 0 à l'extérieur justement. Et ça dit aussi qu'Arsenal, avec une possession stérile, n'a pas réussi à marquer et n'a pas réussi à vraiment mettre en danger. Mais c'est le piège demain, parce que quand ils menaient 1-0, il y a eu une tendance malgré tout à gérer. C'est-à-dire qu'ils avaient plus le temps fort du début, puisqu'ils avaient déjà marqué. C'est ça. Tu vois, ils avaient plus une énergie qui mettait après à inconsciemment, même si Luis Enrique voulait qu'ils continuent à imposer leur jeu parce qu'ils en sont capables. C'est des jeunes, tu vois, le milieu de terrain est jeune, etc. Ils ont eu tendance à
reculer un tout petit peu, 3 mètres, tu vois, sur le bloc. Et là, ça inverse évidemment la pression et la possession et Arsenal a eu le plus davantage de cases. Il a en tout cas le ballon. Il peut y avoir un scénario intéressant sur ce match retour, c'est si Paris ouvre le score. On se rappelle du match face à Aston Villa où on avait dit oulala, qu'est-ce qui se passe au retour? Ils mènent 2-0, ils avaient gagné 3-1 à l'aller. On avait l'impression que d'un coup Paris ne savait plus quoi faire et d'être dans cette position trop confortable, ça se retournait contre eux. Là, bon, c'est Arsenal, donc je pense même s'ils prenaient au sérieux Villa, je pense qu'à 1-0 ils se sentiront pas arrivés. Mais si le PSG mène 1-0, je pense que ça peut les perturber dans la stratégie adoptée parce que comme dit Guy, le PSG n'est pas taillé pour subir, c'est pas l'Inter. On parlait de l'Inter, c'est pas la stratégie du club. C'est humain. Inconsciemment, tu gères. Puis tu dis putain, je suis là en demi-finale, j'ai la finale. Je suis en finale, c'est ça. Donc c'est normal. Ce groupe jeune, en fait, on a toujours ce truc de se dire, c'est incroyable ce que fait ce PSG. On est émerveillé. Mais est-ce qu'à un moment donné, la jeunesse ne va pas en sortir? Si un défenseur se blesse et qu'on fait rentrer Beraldo, on est à la merci. C'est la clé du match. Alors en parlant de blessés, il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui en conf de presse par notre ami Luis Enrique, c'est que Dembélé sera bien là demain. Il a participé à l'entraînement d'aujourd'hui et d'hier sans la moindre gêne. On parlait de l'absence de Koundé pour le Barça qui était un gros coup dur. Est-ce que la présence de Dembélé, c'est un gros plus pour le PSG? Ah bah évidemment. Après, l'équivalent de l'absence, ça aurait été l'équivalent de l'absence de Koundé, quoi. C'est-à-dire un élément moteur ou presque de Yamal. Enfin. Et est-ce que pour vous, pour qu'il le fasse jouer, il a dit clairement que c'était bon, c'est qu'il est vraiment à 100%, ou est-ce que s'il est à 80%, faudrait l'épargner un peu pour le faire rentrer à une demi-heure de la fin? S'il a repris l'entraînement collectif hier, aujourd'hui, et ils avaient déjà pris des précautions le week-end dernier. S'il débute, c'est qu'il va être à fond, au moins pendant 60 minutes, tu vois. C'est ça. Alors, il y a une chose importante pour vous, est-ce que Paris doit gérer ou jouer son jeu habituel demain soir? Moi je te dis, ils savent pas gérer Paris. Donc il faut qu'ils jouent, et ils ont plusieurs manières de jouer. Ils ont le football ils ont un football de possession, un football de transition. Mais Paris est fait pour avoir la mainmise et la maîtrise sur le jeu. Paris qui dit on laisse l'adversaire, nous on est en bloc bas, on bétonne et on attend, Paris ne sait pas le faire. Mais par contre Paris a tellement de possibilités en ayant la maîtrise du jeu que évidemment ils ont tout intérêt eux-mêmes à dicter le tempo et à dicter leur philosophie à Arsenal. Exactement, c'est contraire à ce que tu émets comme hypothèse, c'est contraire à tout ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes, à savoir qu'on a une équipe avec une identité, un fond de jeu, une capacité à imposer son jeu, c'est-à-dire à ce que font les grands d'Europe. Oui. Et donc demain on va avoir la preuve ou pas, que PSG est un grand Europe, mais surtout ne pas gérer, ne pas tomber dans la peur et se mettre en position de faiblesse, et comme on l'a fait inconsciemment à Aston Villa, en fin de première période et en début de seconde période où là ça aurait pu. Tu parlais des absents, il y aura Timber absent côté Arsenal aussi. Il y a le retour de Thomas Partey et il y aura l'absence de Timber. Il y a toujours qu'il soit pas là. Un Timber sur Havertz, c'est toujours absent. Havertz, c'est toujours absent ou pas a priori? Normalement, oui. Ouais, normalement, oui. Ça, c'est préjudiciable. C'est un très bon attaquant qui a Havertz. Ils n'ont pas d'avant-centre. Absolument. Allez, on va passer par la case pronostic, les amis, parce qu'il faut quand même passer par là. Je sais que c'est un peu compliqué. Je vois Guy qui fait la 24 heures et 20 minutes. Guy, je sens que tu es encore plus tendu que pour Inter Barcelone. Mais je déteste les mots qui sortent de ma bouche que j'ai dit tout à l'heure, mais je le ressens. C'est terrible. Et là, je te dis un partout. Un partout, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais ça veut dire, c'est générateur quand même d'angoisse. Ça veut dire que, tu vois, il va y avoir, il y a aussi ce truc, cette malédiction de la boulette. Oui. Tu sais, une Donnarumma, un Hakimi, un truc à la con, un penalty, Nuno Mendes, je sais pas quoi, une boulette. Et de la demi-finale, si je ne m'abuse. Et après, après les 20 tirs et tout ça, mais pas de but. Ton pronostic? Excuse-moi, j'étais en train de me recueillir avec les dieux du football. Là, je viens de parler avec eux. Alors, j'ai le résultat. Ça vient de tomber. Vous voulez que je vous le donne ou pas? Je viens d'assister au match à l'instant. Il y aura 2-1 pour Arsenal, prolongation. Et quand même, pour que tout le monde soit devant sa télé, je donne pas le résultat final. Mais je peux vous dire que ce sera un beau match, que ça ira même au tir au but. Alors franchement, au tir au but, je pense que le PSG a un avantage majeur quand Paris gagne au tir au but. Je voulais pas vous dire, mais Paris gagne au tir au but. Donnarumma gagne toujours contre les Anglais, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs, au tir au but. Maxime, ton prono? 2-0 Arsenal. Non. Bah si. Bah quoi, non mais c'est fou.
Mais c'est son rôle. Vous avez pas compris que c'était son rôle dans l'émission. Il se fait du mal à jouer la tête de con. Non mais c'est un mec d'une chantier, il faut le dire aux auditeurs. Il est pas du tout ce qu'il laisse paraître là. C'est nous, on l'oblige à jouer un rôle. Mais Guy, dans la vraie vie, il est pareil. Tu l'invites au resto, il arrive pour le café, il te fout en l'air toute la soirée pendant 10 minutes. Ton pronostic, Quentin? Je vois une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Et moi, je vois une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Je vais voir quoi? Sur le même score qu'Aston Villa. Ouais. Je vois le même score. C'est pas le bon résultat, mais bien tenté quand même, Philippe. Alors, je vais te dire, moi je signe pour les tirs au but, je signe pour le 1 partout, je signe pour le 1-0, je signe pour... Non, c'est le seul pour qui je signe pas. Mais là, pour ce côté-ci du studio, je signe des deux mains, des deux pieds. Signe le contrat de mariage. Là. Moi, je vais signer mon chèque à la compta ce soir. Allez, tout de suite, c'est l'heure du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Et on a l'immense plaisir de retrouver notre ami Alexandre Corboz après une semaine de vacances bien méritée. Ami entendu, notre ami Corboz. Salut. Salut Alex. Comment vas-tu, Alexandre? Très bien, très bien. Bon, la Tunisie, comment c'était d'abord? La Tunisie. T'as été voir l'Espérance de jouer l'Espérance de Tunis? Non, il n'y avait pas un match sympa. C'était le CS Sfaxien, ça me faisait pas envie. Donc, d'accord. Prochaine fois. Okay. J'ai bien l'occasion d'y aller, donc je verrai sur un match plus sexy. D'accord. La Tunisie qui avait gagné la CAN avec un certain Roger Lemaire à sa tête il y a quelques années, qui avait amené la France à l'Euro 2000. Bon, on va parler de Lyon, un club que tu connais bien, mon cher Alexandre. On va pas commencer par parler du match contre Lens, on va surtout parler des problèmes sur lesquels on écrit beaucoup dans le But Football Club, les problèmes financiers, et c'est du lourd. Alors, juste avant de commencer, si vous me le permettez, je sais qu'autour de la table, on a une immense plume, c'est Guy Carlier. Et ces éditos, ça fait un effet certain. Alors, je voulais commencer par un édito sur cette OL, si vous me le permettez. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Alors, on va parler du chat lyonnais. C'est pas n'importe quel chat, c'est un chat de Schrödinger. Vous savez, c'est ce chat qu'on enferme sans eau ni nourriture dans une boîte et dont on ignore l'état de santé jusqu'à ce qu'on ouvre le coffre. Le chat lyonnais, ça fait 6 mois qu'il est dans sa boîte, depuis que la DNCG a prononcé en novembre une relégation en Ligue 2 titre conservatoire. Là, on arrive à l'heure du verdict. Jusqu'à la fin du chronomètre, on va espérer que le félin sorte son museau en poussant le couvercle. Mais il reste plus que quelques secondes, 6 pour être précis, ou plutôt 6%. 6%, c'est le pourcentage de chance que l'OL se qualifie pour la Ligue des Champions, et c'est ce qui est une condition aujourd'hui nécessaire, mais pas forcément suffisante. Quand on arrivera à 0 sur le chronomètre, on aura le temps des constatations. On ouvrira la boîte. Ce qui est sûr, c'est que le félin, s'il est toujours vie, ne sera pas fringant. Mais un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Et surtout, ça a 9 vies. Le propriétaire irresponsable John Textor en a déjà consommé quelques-unes avec ses expériences de mort imminente. Il reste à savoir comment il s'en sortira cette fois-ci. Soit aidé par ses amis Michel Kang et Jean-Pierre Comte, qu'il va solliciter pour maintenir la garde, soit via Arès. Mais Arès, c'est la SPA. Il récupère des animaux maltraités, comme ce pauvre chat lyonnais, va tenter de le soigner pour trouver un nouveau propriétaire, mais si ce n'est pas suffisant, va piquer le félin pour abréger ses souffrances. On en est là aujourd'hui. Bravo Alex. Bravo Alexandre, on a 3 excellents éditorialistes, Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Alexandre Corboz. Et pour filer la métaphore du chat, vous connaissez la théorie du chat et de la biscotte beurrée. Non. On met une biscotte beurrée sur le chat tombe toujours sur ses pattes et la biscotte tombe toujours du côté du beurre. Donc si on met une biscotte beurrée sur le dos du chat et qu'on le balance dans le vide, qu'est-ce qui tombe en premier? Et il continue de tourner. C'est un peu la question lyonnaise. Vaste programme. Alors, quand on lit le But Football Club, on a vu dans les nouvelles mesures, l'UEFA a mis 200 000 € d'amende au club qui n'avait pas besoin de ça. Ah oui, non, mais c'est simple là, c'est plus qu'un red flag ça. Parce que ça veut dire concrètement que si Lyon est en Coupe d'Europe l'an prochain, au passage de l'ICFC, donc c'est le gendarme financier européen, oui, Lyon va prendre des sanctions qui sont assez lourdes. Déjà de base, Lyon était assuré de prendre l'amende et la restriction du nombre de joueurs disponibles pour jouer l'Europe. 21 au lieu de 25. Mais on commence à avoir des impayés, ce qui fait que Lyon touche des amendes. Et les impayés, c'est ce qui est éliminatoire, ce qui peut transformer une simple amende en exclusion des Coupes d'Europe. Alors ça sera moindre mal, parce que si Lyon participe à la Ligue des Champions, Lyon peut faire 1 an sans jouer la Ligue Europa Conférence ou la Ligue Europa.
ça sera pas plus dramatique que la situation telle qu'elle est actuellement. Mais c'est quand même une autre mauvaise nouvelle en plus. Il y a aussi le fait que la FIFA a encore mis une interdiction de transfert à l'OL, la deuxième en l'espace de 2 mois, pour des impayés sur les jeunes. Ça prouve vraiment que les caisses sont à sec. Parce que quand on oublie de payer des indemnités de quelques milliers d'euros, ou qu'on ne paye pas la lessive du centre de formation parce qu'on n'a plus d'argent, tout ça, c'est autant de red flags qui font dire quand même que la situation, elle est très très tendue et économiquement, que les sanctions ne tomberont pas forcément qu'en France. Elles tomberont aussi sur la scène européenne, si Lyon est européen. Donc on peut s'inquiéter, oui. Après, comme j'ai dit, il y a 2 options. Soit il obtient l'aide de Michel Kang et de Jean-Pierre Comte qui pèsent à eux 2 milliards d'euros. Donc c'est quand même des fortunes plus importantes que John Textor. Soit Arès reprend la main, ce qui est possible, mais ça dépend. Là, Arès n'a pas le chronomètre pour prendre la main. Normalement, c'est soit les conditions font que le groupe Eagle ne peut plus rembourser toutes ses traites et ses actifs qui sont gagés passent en dessous du montant dû. À ce compte-là, Arès reprendra automatiquement la main et les actions de John Textor en l'éjectant. Okay. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les actions d'Eagle Holding, elles concernent aussi Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek. Absolument. Non, Alexandre, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'ils ont perdu contre Lens et que ils ont pratiquement aucune chance de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Il y a eu un édito de Vincent Duluc. Ils vont à Monaco, je crois. Oui. Bon, voilà. Compliqué. Ils vont à Monaco. D'accord. Il y a un édito de Vincent Duluc qui est assez proche aussi de l'OL, comme toi, Alexandre, dans l'équipe qui s'appelle The End et qui ne se fait aucune illusion sur la fin de cette histoire, en tout cas sur le plan sportif, et qui dit après la direction du contrôle de gestion, une fois acté le fait que l'OL ne jouera pas la Coupe d'Europe, elle aura du mal à pas confirmer la rétrogradation du club face à tant de promesses non tenues. Oui, en première instance. Après, il y a beaucoup de possibilités pour que Lyon soit rattrapé, parce que Bordeaux a ouvert une boîte de Pandore en permettant que les ventes... Enfin, Bordeaux a perdu son statut professionnel. Hein. Ouais, j'espère, parce que là, entre Bordeaux, Saint-Etienne, si Lyon rejoint ce trio, si Lyon est terrible. Financièrement, Saint-Etienne est sauvé. Oui, financièrement, mais sportivement, c'est pas Saint-Etienne. Oui. Mais financièrement, Saint-Etienne est sauvé, mais sportivement, si Lyon tombe, c'est le 16e qui sera sauvé ou le perdant des barrages. Donc pas Saint-Etienne. Mais c'est vrai. Pour rebondir sur l'exemple de Bordeaux, il est intéressant parce qu'en fait, c'est justement par l'échec de la mauvaise gestion du cas de Bordeaux par la DNCG et de Lopez qu'aujourd'hui la DNCG veut faire de Lyon un exemple et ils vont être intransigeants avec l'OL. On rappelle quand même que l'OL si c'était qualifié pour la Ligue des Champions, aurait gagné 50 millions d'euros, ce qui représente 30 à 40% de ce qu'ils doivent présenter devant la DNCG. Aujourd'hui, il existe 3 solutions concrètes pour que l'OL se sauve. C'est soit libérer des joueurs. Aujourd'hui, on estime à 250 millions à peu près la valeur de l'effectif de l'OL, donc ce qui a empiré les caisses. Libérer des actifs, mais on a vu notre ami John Textor qui avait promis qu'il vendrait Crystal Palace. Il l'a pas fait. Pareil pour Botafogo, il a fait des promesses à la DNCG en hiver qu'il a pas tenu, donc ils sont plutôt dans un climat de suspicion plutôt que de confiance vis-à-vis de John Textor. Et après, l'autre solution, en effet, c'est que Eagle, donc de John Textor, remettent la main à la poche et comblent les dettes eux-mêmes. Autre option qui paraît plus probable, c'est qu'Arès rachète les dettes et fasse comme Redbird a fait à Milan avec l'actionnaire chinois. Mais du coup, Arès prendrait la main tout simplement sur Lyon. Donc celui qui est le plus en danger, il faut quand même le dire, il y a l'OL qui est en danger sportif d'une relégation et aussi John Textor qui est en danger et qui risque tout simplement d'être éjecté de l'OL si Arès dit on rachète la dette et on met un autre homme à la tête en qui on a le plus confiance. Arès peut aussi dire qu'ils arrêtent, ils arrêtent de mettre la main en porte-monnaie. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros de fonds, faut le rappeler. 400 millions, c'est pas une fortune absolue et je pense que ce sera un énorme aveu d'échec pour eux s'ils actaient le fait que cet argent ne leur appartient plus et que c'est juste de l'argent perdu dans la compta. Alexandre Corbeau veut réagir. Déjà, c'est pas un rachat de dette, c'est-à-dire que c'est leur dette, c'est la dette de Textor à eux. Donc en fait, c'est juste récupérer en gage les actifs dont Textor dispose en fait. Donc c'est comme si ils avaient souscrit un prêt pour maison et qu'aujourd'hui ils veulent récupérer la maison. Donc c'est pas un rachat. Eux, ça leur coûtera zéro de récupérer l'OL. Par contre, il faut savoir c'est à quel moment les gages sont activés. Et les gages, a priori, sont activés quand la valeur totale des actifs d'Eagle passe en dessous de 425 millions de dollars,
ce qui correspond en fait au prix, à la valeur de ce qu'ils ont prêté. Et ces 425, ça prend en compte, malheureusement, et c'est ça le problème, ça prend en compte Crystal Palace. Et Crystal Palace va bien. Sauf que les parts de Crystal Palace n'ont pas la valeur en vente aujourd'hui qu'elles ont réellement. C'est-à-dire que normalement, on est sur 250-300 millions pour la valeur des parts de Crystal Palace, mais comme il n'est pas majoritaire, il n'arrive même pas à les vendre pour 150 aujourd'hui. Alexandre, et quid de l'autre promesse qui consistait à annoncer un chiffre de vente de joueurs là par Fofana et Cherki, on va dire 40 millions quoi. En tout, il y a pas de et puis en plus ça va dépouiller l'équipe. Ils vont partir sans. Ça dépouiller l'équipe, ça sera le cas. Maintenant. Les clubs aussi vont peut-être offrir moins. Bien sûr. Mais ce qui peut se passer, déjà, il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, et ça, je ne sais pas si c'est sorti beaucoup, il y a une renégociation depuis l'arrivée de Moussa Sissoko en agent principal de Ryan Cherki, une renégociation de sa clause de sortie. C'est-à-dire qu'ils vont sans doute arriver à faire sauter la clause de sortie de Cherki, ce qui permettra, au lieu de le vendre 20 millions, de pouvoir le vendre 35, 40, voire 50. Mais après, Alex, t'as bien fait de rappeler qu'un club, quand il va voir Lyon et qu'il connaît la situation de Lyon, il va lâcher 35 millions comme ça. La 10 millions et un sandwich. Non, mais attends. Non, mais voilà, mais le côté, il faut aussi voir des choses, c'est qu'il y a des très gros clubs qui s'intéressent à Cherki, notamment les 3 des plus gros, le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool. Les 3 vont se mener une bataille. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se permettre d'attendre qu'il soit libre. Et ces clubs-là, ils participent tous au mondial des clubs. Donc tu peux espérer une vente de Cherki dans les 10 premiers jours qui te rapporte énormément d'argent. Alex, excuse-moi, mais je pondère un peu tout ça. Quand même, il faut aussi. Il est émouvant, Alex. Il est émouvant. Non, mais c'est vrai, c'est le support. Émouvant et pas mouvant. Mais on n'y croit pas, Alex. Pardon, Emmanuel. C'est juste qu'il me touche. Il a l'émotion du supporter dans la voix. Il a encore le soleil de Tunis dans la bouche. Mais la voix gorgée de soleil. Exactement. On bronze tous à l'écoute d'Alex. Mais non, à chaque fois quand même, il y a une spéculation qui est faite. Et c'est pas que propre à Lyon ni à Cherki. Hein, c'est sur le marché des transferts où on sort les grands noms des clubs. On dit un tel est intéressé. Et je veux dire, aujourd'hui, tu as un club ou un agent qui vient pour négocier avec l'OL. Il sait 2 choses. Une première chose, c'est que l'OL est en grande difficulté, donc a besoin de cash. Donc sachant que c'était estimé à 20 millions la clause, des corbozes. Ça peut être à 20 millions la valeur. Juste avec je finis, ça peut être à 20 millions la valeur de Cherki. Et deuxième chose, quand Lyon dit ou l'agent ou Sissoko disent Bayern, Real, Barça ou autres ou sont venus nous voir et sont prêts à mettre un tel, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc si tu veux, t'as aussi ça. T'as une grosse spéculation autour du prix. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste qu'ils ont tout intérêt à mettre ça en avant. Déjà, là, c'est pour le coup, ça vient pas de l'agent, mais l'agent veut trouver une solution de sortie. Et en même temps, il faut être honnête, Sissoko, c'est un très bon businessman, mais il est aussi dans le fonctionnement avec les clubs. C'est d'ailleurs pour ça que l'entourage de Cherki et notamment Bielsa l'a pris, c'est pour pacifier tout ça, et il est prêt à faire sauter cette clause parce que l'OL lui sera redevable derrière pour d'autres dossiers. Peanuts par rapport à la dette, peanuts par rapport à la situation, Alexandre. Oui, mais non, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'ils vendent pour 150 à 200 millions cet été s'ils veulent s'en sortir tout seuls sans remise au pot. Et il faut qu'ils vendent vite en plus. Donc c'est très compliqué. Maintenant, Cherki, il y a une vraie possibilité qu'il parte très très tôt. À demain, je pense. Et pour les autres, et pour ce qui est des autres, il y a quand même Malik Fofana qui a une valeur marchande, et Georges Mikotadze, même si ça serait quand même problématique de vendre un joueur qui veut à tout prix rester à l'OL et marquer l'histoire, mais malheureusement il n'y aura sans doute pas le choix. Les joueurs qui sont bancables partiront. La masse salariale sera baissée de manière colossale cet été. Et quel que soit le propriétaire, parce que même si c'est Arès, d'abord ils vont chercher à démanteler un peu toute la structure multiclub. Ils céderont sans doute Molenbeek assez rapidement. Botafogo pareil. L'OL, il y a trop de dettes. Ils vont sans doute devoir le redresser un petit peu avant de le céder. C'est pour ça que l'OL est dans une situation encore plus compliquée que les autres. Et les parts Crystal Palace, ils ont tout intérêt à les garder tant qu'ils arrivent et à chercher une solution pour racheter les parts soit d'Aris, soit de Blitzer, 2 des 3 des 4 actionnaires de Crystal Palace, parce que s'ils deviennent majoritaires, les parts de Crystal Palace de John Textor, elles font un boom au niveau de la valeur. Et ça, Textor l'a compris, et même s'il n'a pas d'argent, il cherche justement à se faire prêter pour récupérer les parts d'un des deux. Parce que s'il parvient, la valeur de ses parts et de son groupe
augmente. Juste un mot sur Textor, je trouve qu'il y a une bienveillance médiatique autour de lui parce qu'il a lutté contre la brune, parce qu'il a un côté un peu chaud et tout. Pour moi, ce que fait Textor, c'est quand même très grave. Si j'étais supporter de l'OL, je lui en voudrais beaucoup et je m'étonne de la bienveillance des médias avec lui, quoi. Et quelle est l'ambiance à Lyon au niveau des pouvoirs publics, de la ville? Comment les gens vivent ça? Alors tout le monde est inquiet au niveau de la ville. On a un maire qui ne s'intéresse pas énormément au foot. On va pas se mentir. Donc lui, on le voit très rarement et du coup forcément c'est pas au niveau politique que ça résonne, mais au niveau des supporters, il y a une énorme inquiétude depuis ce week-end parce qu'on se rend compte que là on est toujours sur le fil à espérer que sportivement l'OL atteigne ses objectifs, que l'équipe, entre guillemets, sauve le club. Et aujourd'hui, on sait que l'équipe ne va pas sauver le club à 93,9%. En tout cas, on a une pensée pour Jean-Michel Aulas, qui a construit, ce type a construit, a donné sa vie à ce club, même si financièrement il s'y est retrouvé. Mais on s'en fout, il l'a fait le boulot. Et il doit être bien malheureux malgré tout. Même si il savoure une forme... Oui, bien sûr. Oui, on l'embrasse quand même s'il a d'autres. Oui, qui sont, on va pas se cacher, la mairie de Lyon. Hein. C'est un secret pour personne. Voilà, donc comme il vise la mairie de Lyon, aujourd'hui, l'OL, c'est plus forcément dans ses objectifs, même si le deuil a été difficile pour lui, qu'il est toujours amoureux de ce club et qui, à mon avis, on le verra très malheureux si ça se passait vraiment mal. Ouais. Maintenant, on est encore, on est proche du mur. Mais il y a encore, comme je l'ai dit, plusieurs options qui permettent de sauver le club. On va suivre ça. Merci beaucoup Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. On va suivre ça de près. Merci à vous Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Alexandre Corboz, Maxime Sénac, Quentin Fredon. Demain, vous retrouvez Tonton Maurizio et sa bande. Mais tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessis reçoit Philippe Duquesne. À demain, 17h pour les vraies voix.